Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses 2 frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé, et Jean la suivait, tous les 3 brisés du voyage, effarés et perdus au milieu du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta net de surprise. « Oh !» dit-elle, « regarde un peu, Jean !» Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses 20 ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que de l'autre côté, le petit frère, âgé de 5 ans, se pendait à son bras, et que derrière son épaule, le grand frère, dont les 16 ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. « Oh bien, reprit-elle après un silence, en voilà un magasin !» C'était, à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés, dont les étalages éclataient en notes vives dans la douce et pâle journée d'octobre. 8 heures sonnaient à Saint-Roch. Il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, 2 commis montés sur une échelle double finissaient de pendre des lainages, tandis que dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis agenouillé et le dos tourné plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin, vide encore de clientes et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. « Fichtre, dit Jean, ça enfonce Valogne. Le tien n'était pas si beau. » Denise hocha la tête. Elle avait passé 2 ans là-bas chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville. Et ce magasin rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, toute en glace, montait jusqu'à l'entresol, au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne. Au bonheur des dames. Puis les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. C'était un développement qui lui semblait sans fin, dans la fuite de la perspective, avec les étages du rez-de-chaussée et les glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquels on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle habillée de soie taillait un crayon, pendant que, près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. « Au bonheur des dames » lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent, qui avait eu déjà une histoire de femme à Valogne. « Hein, c'est gentil, c'est ça qui doit faire courir le monde. » Mais Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché. La tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviotes, molletons, tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes. À côté, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garniture de robes, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse marthe. Puis, en bas, dans les casiers, sur les tables, au milieu d'un empilement de coupons, débordaient des articles de bonnetterie vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotée, capelines, gilets, tout un étalage d'hiver aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de rouge. Denise vit une tartanelle à 45 centimes, des bandes de vison d'Amérique à 1 franc, et des mitaines à 5 sous,
C'était un déballage géant de foire. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. L'oncle Baudu était oublié. Pépé lui-même, qui ne lâchait pas la main de sa sœur, ouvrait des yeux énormes. Une voiture les força tous trois à quitter le milieu de la place, et machinalement, ils prirent la rue Neuve-Saint-Augustin. Ils suivirent les vitrines, s'arrêtant de nouveau devant chaque étalage. D'abord, ils furent séduits par un arrangement compliqué. En haut, des parapluies posés obliquement semblaient mettre un toit de cabane rustique. Dessous, des bas de soie pendus à des tringles montraient des profils arrondis de mollets, les uns semés de bouquets de roses, les autres de toutes nuances, les noirs à jour, les rouges à coins brodés, les chairs dont le grain satiné avait la douceur d'une peau de blonde. Enfin, sur le drap de l'étagère, des gants étaient jetés symétriquement avec leurs doigts allongés, leurs paumes étroites de vierge byzantine, cette grâce raidie et comme adolescente des chiffons de femmes qui n'ont pas été portés. Mais la dernière vitrine surtout les retint. Une exposition de soie, de satins et de velours y épanouissait dans une gamme souple et vibrante les tons les plus délicats des fleurs. Au sommet, les velours d'un noir profond, d'un blanc de lait caillé. Plus bas, les satins, les roses, les bleus aux cassures vives, se décolorant en pâleur d'une tendresse infinie. Plus bas encore, les soies, toutes l'écharpe de l'arc-en-ciel, des pièces retroussées en coque, plissées comme autour d'une taille qui se cambre, devenues vivantes sous les doigts savants des commis, et entre chaque motif, entre chaque phrase colorée de l'étalage, courait un accompagnement discret, un léger cordon bouillonné de foulard crème. C'était là, aux deux bouts, que se trouvaient en piles colossales les deux soies dont la maison avait la propriété exclusive, le Paris Bonheur et le cuir d'or, des articles exceptionnels qui allaient révolutionner le commerce des nouveautés. « Oh, cette faille à 5,60 francs !» murmura Denise, étonnée devant le Paris Bonheur. Jean commençait à s'ennuyer. Il arrêta un passant. « La rue de la Michaudière, monsieur, dont on la lui eut indiquée, la première à droite. » Tous trois revinrent sur leurs pas en tournant autour du magasin. Mais, comme elle entrait dans la rue, Denise fut reprise par une vitrine où étaient exposées des confections pour dames. Chez Cornaille, à Valognes, elle était spécialement chargée des confections, et jamais elle n'avait vu cela. Une admiration la clouait sur le trottoir. Au fond, une grande écharpe en dentelle de Bruges, d'un prix considérable, élargissait un voile d'autel. Deux ailes déployées d'une blancheur rousse, des volants de points d'Alençon se trouvaient jetés en guirlandes. Et puis c'était à pleine main un ruissellement de toutes les dentelles, les malines, les valenciennes, les applications de Bruxelles, les points de Venise, comme une tombée de neige. À droite et à gauche, des pièces de drap dressaient des colonnes sombres qui reculaient encore ce lointain de tabernacle, et les confections étaient là, dans cette chapelle élevée au culte des grâces de la femme, occupant le centre, un article hors ligne, un manteau de velours avec des garnitures de renard argenté. D'un côté, une rotonde de soie doublée de petits gris, de l'autre, un paletot de drap bordé de plumes de coq, enfin des sorties de bal en cachemire blanc, en matelassé blanc, garnies de cygnes ou de chenilles. Il y en avait pour tous les caprices, depuis les sorties de bal à 29 francs jusqu'au manteau de velours, affiché à 1800 francs. La gorge ronde des mannequins gonflait l'étoffe. Les hanches fortes exagéraient la finesse de la taille. La tête absente était remplacée par une grande étiquette, piquée avec une épingle dans le molleton rouge du col. Tandis que les glaces aux deux côtés de la vitrine, par un jeu calculé, les reflétaient et les multipliaient sans fin, peuplaient la rue de ces belles femmes à vendre et qui portaient des prix en gros chiffres à la place des têtes. « Elles sont fameuses », murmura Jean, qui ne trouva rien d'autre pour dire son émotion. Du coup, il était lui-même redevenu immobile, la bouche ouverte. Tout ce luxe de la femme le rendait rose de plaisir. Il avait la beauté d'une fille, une beauté qui semblait avoir volé à sa sœur, la peau éclatante, les cheveux roux et frisés, les lèvres et les peaux mouillées de tendresse. Près de lui, dans son étonnement, Denise paraissait plus mince encore, avec son visage long, à la bouche trop grande, son teint fatigué déjà sous sa chevelure pâle.
Et Pépé, également blond, d'un blond d'enfance, se serrait davantage contre elle, comme pris d'un besoin inquiet de caresses, troublé et ravi par les belles dames de la vitrine. Ils étaient si singuliers et si charmants sur le pavé, ces trois blonds vêtus pauvrement de noir, cette fille triste entre ce joli enfant et ce garçon superbe, que les passants se retournaient avec des sourires. Depuis un instant, un gros homme à cheveux blancs et à grande face jaune, debout sur le seuil d'une boutique de l'autre côté de la rue, les regardait. Il était là, le sang aux yeux, la bouche contractée, mis hors de lui par les étalages du bonheur des dames, lorsque la vue de la jeune fille et de ses frères avait achevé de l'exaspérer. Que faisaient-ils, ces trois nigauds, à bâiller ainsi devant des parades de charlatans? Et l'oncle, fit remarquer brusquement Denise, comme éveillée en sursaut. Nous sommes rue de la Michaudière, dit Jean. Il doit loger ici. Ils levèrent la tête, se retournèrent. Alors, juste devant eux, au-dessus du gros homme, ils aperçurent une enseigne verte dont les lettres jaunes déteignaient sous la pluie. Au vieil Elbeuf, draps et flanelle, Baudu, successeur de Hochecorne. La maison, enduite d'un ancien badigeon rouillé, toute plate au milieu des grands hôtels Louis XIV qui l'avoisinaient, n'avait que 3 fenêtres de façade, et ces fenêtres carrées, sans persiennes, étaient simplement garnies d'une rampe de fer, 2 barres de croix. Mais dans cette nudité, ce qui frappa surtout Denise, dont les yeux restaient pleins des clairs étalages de bonheur des dames, ce fut la boutique du rez-de-chaussée, écrasée de plafond, surmontée d'un entresol très bas, aux baies de prison, en demi-lune. Une boiserie de la couleur de l'enseigne, d'un verre-bouteille que le temps avait nuancé d'ocre et de bitume, ménageait à droite et à gauche 2 vitrines profondes, noires, poussiéreuses, où l'on distinguait vaguement des pièces d'étoffes entassées. La porte, ouverte, semblait donner sur les ténèbres humides d'une cave. « C'est là, reprit Jean. « Eh bien, il faut entrer, déclara Denise. « Allons, viens, Pépé. » Tous trois, pourtant se troublaient, saisis de timidité. Lorsque leur père était mort, emporté par la même fièvre qui avait pris leur mère un mois auparavant, l'oncle Baudu, dans l'émotion de ce double deuil, avait bien écrit à sa nièce qu'il y aurait toujours chez lui une place pour elle, le jour où elle voudrait tenter la fortune à Paris. Mais cette lettre remontait déjà à près d'1 année, et la jeune fille se repentait maintenant d'avoir ainsi quitté Valognes en un coup de tête, sans avertir son oncle. Celui-ci ne les connaissait point, n'ayant plus remis les pieds là-bas depuis qu'il en était parti tout jeune, pour rentrer comme commis chez le drapier Hochecorne, dont il avait fini par épouser la fille. « Monsieur Baudu ?» demanda Denise en se décidant enfin à s'adresser au gros homme qui le regardait toujours, surpris de leurs allures. « C'est moi, » répondit-il. Alors Denise rougit fortement et balbutia. « Ah, tant mieux, je suis Denise, et voici Jean, et voici Pépé. Vous voyez, nous sommes venus, mon oncle. » Baudu parut frappé de stupéfaction. Ses gros yeux rouges vacillaient dans sa face jaune. Ses paroles lentes s'embarrassaient. Il était évidemment à 1000 lieues de cette famille qui lui tombait sur les épaules. « Comment vous voilà ?» répéta-t-il à plusieurs reprises. « Ben, vous étiez à Valognes. Pourquoi n'êtes-vous pas à Valognes ?» De sa voix douce, un peu tremblante, elle dut lui donner des explications. Après la mort de leur père qui avait mangé jusqu'au dernier sou dans sa teinturerie, elle était restée la mère des 2 enfants. Ce qu'elle gagnait chez Cornaille ne suffisait point à les nourrir tous les 3. Jean travaillait bien chez un ébéniste, un réparateur de meubles anciens, mais il ne touchait pas un sou. Pourtant, il prenait goût aux vieilleries. Il taillait des figures dans le bois. Même un jour, ayant découvert un morceau d'ivoire, il s'était amusé à faire une tête qu'un monsieur de passage avait vue, et justement, c'était ce monsieur qui les avait décidés à quitter Valognes, en trouvant à Paris une place pour Jean chez un ivoirier. Vous comprenez, mon oncle, Jean entrera dès demain en apprentissage chez son nouveau patron. On ne me demande pas d'argent. Il sera logé et nourri. Alors j'ai pensé que Pépé et moi, nous nous tirerions toujours d'affaires. Nous ne pouvons pas être plus malheureux qu'à Valognes. Ce qu'elle taisait, c'était l'escapade amoureuse de Jean. Des lettres écrites à une jeune fille noble de la ville, des baisers échangés par-dessus un mur,
Tout un scandale qui l'avait déterminé au départ. Et elle l'accompagnait surtout son frère à Paris pour veiller sur lui, prise de terreur maternelle devant ce grand enfant si beau et si gai que toutes les femmes adoraient. L'oncle Baudu ne pouvait se remettre. Il reprenait ses questions. Cependant, quand il l'eut ainsi entendu parler de ses frères, il la tutoya. « Ton père ne vous a donc rien laissé. Moi, je croyais qu'il y avait encore quelques sous. Ah, je lui avais assez conseillé dans mes lettres de ne pas prendre cette teinturerie. Un brave cœur, mais pas 2 liards de tête. Et tu es resté avec ces gaillards sur les bras. Tu as dû nourrir ce petit monde. » Sa face bilieuse s'était éclairée. Il n'avait plus les yeux saignants dont il regardait le bonheur des dames. Brusquement, il s'aperçut qu'il barrait la porte. « Allons, dit-il, entrez, puisque vous êtes venus. Entrez, ça vaudra mieux que de baguenauder devant des bêtises. » Et, après avoir adressé aux étalages d'en face une dernière moue de colère, il livra passage aux enfants. Il pénétra le premier dans la boutique en appelant sa femme et sa fille. « Élisabeth, Geneviève, arrivez donc, voici du monde pour vous. » Mais Denise et les petits eurent une hésitation devant les ténèbres de la boutique. Aveuglés par le plein jour de la rue, ils battaient des paupières comme au seuil d'un trou inconnu, tâtant le sol du pied, ayant la peur instinctive de quelque marche traîtresse. Et, rapprochés encore par cette crainte vague, se serrant davantage les uns contre les autres, le gamin toujours dans les jupes de la jeune fille et le grand derrière, ils faisaient leur entrée avec une grâce souriante et inquiète. La clarté matinale découpait la noire silhouette de leurs vêtements de deuil. Un jour oblique dorait leurs cheveux blonds. « Entrez, entrez !» répétait Baudu. En quelques phrases brèves, il mettait au courant madame Baudu et sa fille. La première était une petite femme mangée d'anémie, toute blanche, les cheveux blancs, les yeux blancs, les lèvres blanches. Geneviève, chez qui s'aggravait encore la dégénérescence de sa mère, avait la débilité et la décoloration d'une plante grandie à l'ombre. Pourtant, des cheveux noirs magnifiques, épais et lourds, poussés comme par miracle dans cette chair pauvre, lui donnaient un charme triste. « Entrez » dirent à leur tour les 2 femmes. « Vous êtes les bienvenues ?» Et elles firent asseoir Denise derrière un comptoir. Aussitôt, Pépé monta sur les genoux de sa sœur, tandis que Jean, adossé contre une boiserie, se tenait près d'elle. Ils se rassuraient, regardaient la boutique, où leurs yeux s'habituaient à l'obscurité. Maintenant, ils la voyaient, avec son plafond bas et enfumé, ses comptoirs de chêne polis par l'usage, ses casiers séculaires aux fortes ferrures. Des ballots de marchandises sombres montaient jusqu'aux solives. L'odeur des draps et des teintures, une odeur âpre de chimie, semblait décuplée par l'humidité du plancher. Au fond, 2 commis et une demoiselle rangeaient des pièces de flanelle blanche. « Peut-être ce petit monsieur-là prendrait volontiers quelque chose ?» dit madame Baudu en souriant à Pépé. « Non, merci, répondit Denise. Nous avons bu une tasse de lait dans un café devant la gare. » Et comme Geneviève regardait le léger paquet qu'elle avait posé par terre, elle ajouta « J'ai laissé notre malle là-bas. » Elle rougissait. Elle comprenait qu'on ne tombait pas de la sorte chez le monde. Déjà dans le wagon, dès que le train avait quitté Valognes, elle s'était sentie pleine de regrets. Et voilà pourquoi, à l'arrivée, elle avait laissé la malle et fait déjeuner les enfants. « Voyons, dit tout à coup Baudu, causons peu et causons bien. Je t'ai écrit, c'est vrai. Mais il y a 1 an. Et vois-tu, ma pauvre fille, les affaires n'ont guère marché depuis 1 an. » Il s'arrêta, étranglé par une émotion qu'il ne pouvait pas montrer. Madame Baudu et Geneviève, l'air résigné, avaient baissé les yeux. « Oh, continua-t-il, c'est une crise qui passera, je suis bien tranquille. Seulement, j'ai diminué mon personnel. Il n'y a plus ici que 3 personnes. Et le moment n'est guère venu d'en engager une 4e. Enfin, je ne puis te prendre comme je te l'offrais, ma pauvre fille. » Denise l'écoutait, saisie, toute pâle. « Ça ne vaudrait rien, ni pour toi, ni pour nous. »« C'est bien, mon oncle, finit-elle par dire péniblement. Je tâcherai de m'en tirer tout de même. » Les Baudu n'étaient pas de mauvaises gens, mais ils se plaignaient de n'avoir jamais eu de chance. Au temps où leur commerce marchait, ils avaient dû élever 5 garçons, dont 3 étaient morts à 20 ans. Le 4e avait mal tourné, le 5e venait de partir pour le Mexique comme capitaine.
Il ne leur restait que Geneviève. Cette famille avait coûté gros. Et Baudu s'était achevé, en achetant à Rambouillet, le pays du père de sa femme, une grande baraque de maison. Aussi, toute une aigreur grandissait-elle dans la loyauté maniaque du vieux commerçant. « On prévient, reprit-il en se fâchant peu à peu de sa propre dureté. Tu pouvais m'écrire, je t'aurais répondu de rester là-bas. Quand j'ai appris la mort de ton père, parbleu, je t'ai dit ce qu'on a l'habitude de dire, mais tu tombes là, sans crier gare. C'est très embarrassant. » Il haussait la voix, il se soulageait. Sa femme et sa fille restaient les regards à terre, en personnes soumises qui ne se permettaient jamais d'intervenir. Cependant, tandis que Jean blêmissait, Denise avait serré contre sa poitrine Pépé, terrifiée. Elle laissa tomber 2 grosses larmes. « C'est bien, mon oncle, répéta-t-elle, nous allons nous en aller. » Du coup, il se contint, un silence embarrassé régna, puis il reprit d'un ton bourru. « Mais je ne vous mets pas à la porte, puisque vous êtes entrés maintenant. Vous coucherez toujours en haut, ce soir. Nous verrons après. » Alors, Madame Baudu et Geneviève comprirent, sur un regard, qu'elles pouvaient arranger les choses. Tout fut réglé, il n'y avait point à s'occuper de Jean. Quant à Pépé, il serait à merveille chez Madame Gras, une vieille dame, qui habitait un grand rez-de-chaussée rue des Orties, où elle prenait en pension complète des enfants jeunes, moyennant 40 francs par mois. Denise déclara qu'elle avait de quoi payer le premier mois. Il ne restait donc qu'à la placer elle-même. On lui trouverait bien une place dans le quartier. « Est-ce que Vinsart ne demandait pas une vendeuse ?» dit Geneviève. « Tiens, c'est vrai, » dit Baudu. « Nous irons le voir après déjeuner. Il faut battre le fer quand il est chaud. » Pas un client n'était venu déranger cette explication de famille. La boutique restait noire et vide. Au fond, les 2 commis et la demoiselle continuaient leur besogne avec des paroles chuchotées et sifflantes. Pourtant, 3 dames se présentèrent. Denise resta seule un instant. Elle baisa Pépé le cœur gros à l'idée de leur prochaine séparation. L'enfant, câlin comme un petit chat, cachait sa tête sans prononcer une parole. Quand Madame Baudu et Geneviève revinrent, elles le trouvèrent bien sage, et Denise assura qu'il ne faisait jamais plus de bruit. Il restait muet des journées entières, vivant de caresses. Alors, jusqu'au déjeuner, toutes 3 parlèrent des enfants, du ménage, de la vie à Paris et en province, par phrases courtes et vagues, en parentes un peu embarrassées de ne pas se connaître. Jean était allé sur le seuil de la boutique et n'en bougeait plus, intéressé par la vie des trottoirs, souriant aux jolies filles qui passaient. À 10 heures, une bonne parut. D'ordinaire, la table était servie pour Baudu, Geneviève et le premier commis. Il y avait une seconde table à 11 heures pour Madame Baudu, l'autre commis et la demoiselle. « À la soupe !» cria le drapier en se tournant vers sa nièce. Et comme tous étaient assis déjà dans l'étroite salle à manger, derrière la boutique, il appela le premier commis qui s'attardait. « Colomban !» Le jeune homme s'excusa, ayant voulu finir de ranger les flanelles. C'était un gros garçon de 25 ans, lourd et madré. Sa face honnête, à la grande bouche molle, avait des yeux de ruse. « Que diable! Il y a du temps pour tout !» disait Baudu, qui, installé carrément, découpait un morceau de veau froid, avec une prudence et une adresse de patron, pesant les minces parts d'un coup d'œil à 1 gramme près. Il servit tout le monde, coupa même le pain. Denise avait pris Pépé auprès d'elle pour le faire manger proprement, mais la salle obscure l'inquiétait. Elle la regardait, elle la sentait, le cœur serré, elle qui était habituée aux larges pièces, nues et claires de sa province. Une seule fenêtre ouvrait sur une petite cour intérieure, communiquant avec la rue par l'allée noire de la maison. Et cette cour trempée, empestée, était comme un fond de puits où tombait un rond de clarté louche. Les jours d'hiver, on devait allumer le gaz du matin au soir. Lorsque le temps permettait de ne pas allumer, c'était plus triste encore. Il fallut un instant à Denise pour accoutumer ses yeux et distinguer suffisamment les morceaux sur son assiette. « Voilà un gaillard qui a bon appétit !» déclara Baudu en constatant que Jean avait achevé son veau. « S'il travaille autant qu'il mange, ça fera un rude homme. » « Mais toi, ma fille, tu ne manges pas. Et dis-moi maintenant qu'on peut causer, pourquoi t'es-tu pas mariée à Valogne ?» Denise lâcha son verre qu'elle portait à sa bouche. « Oh, mon oncle, me marier, vous n'y pensez pas ?
Et les petits? Elle finit par rire, tant l'idée lui semblait baroque. D'ailleurs, est-ce qu'un homme aurait voulu d'elle, sans un sou, pas plus grosse qu'une mauviette, et pas belle encore? Non, non, jamais elle ne se marierait. Elle avait assez déjà de 2 enfants. Tu as tort, répétait l'oncle. Une femme a toujours besoin d'un homme. Si tu avais trouvé un brave garçon, vous ne seriez pas tombés sur le pavé de Paris, toi et tes frères, comme des bohémiens. Il s'interrompit pour partager de nouveau, avec une parcimonie pleine de justice, un plat de pommes de terre au lard que la bonne apportait. Puis, désignant de la cuillère Geneviève et Colomban, « Tiens, reprit-il, ces 2-là seront mariés au printemps, si la saison d'hiver est bonne. » C'était l'habitude patriarcale de la maison. Le fondateur, Aristide Finet, avait donné sa fille Désirée à son premier commis au Hochecorne. Lui, Baudu, débarqué rue de la Michaudière avec 7 francs dans sa poche, avait épousé la fille du père Hochecorne, Élisabeth. Et il entendait à son tour céder sa fille Geneviève et la maison à Colomban dès que ses affaires reprendraient. S'il retardait ainsi un mariage décidé depuis 3 ans, c'était par un scrupule, un entêtement de probité. Il avait reçu la maison prospère, il ne voulait point la passer aux mains d'un gendre avec une clientèle moindre et des opérations douteuses. Baudu continua, présenta Colomban, qui était de Rambouillet, comme le père de madame Baudu. Même, il existait entre eux un cousinage éloigné, un gros travailleur qui depuis 10 années trimait dans la boutique et qui avait gagné ses grades rondement. D'ailleurs, il n'était pas le premier venu. Il avait pour père ce noceur de Colomban, un vétérinaire connu de tout Seine-et-Oise, un artiste dans sa partie, mais tellement porté sur sa bouche qu'il mangeait tout. « Dieu merci, dit le drapier pour conclure. Si le père boit et court la gueuse, le fils a su apprendre ici le prix de l'argent. » Pendant qu'il parlait, Denise examinait Colomban et Geneviève. Ils étaient à table, l'un près de l'autre, mais ils restaient bien tranquilles, sans une rougeur, sans un sourire. Depuis le jour de son entrée, le jeune homme comptait sur le mariage. Il avait passé par les différentes étapes, petit commis, vendeur appointé, admis enfin aux confidences et aux plaisirs de la famille. Le tout patiemment, menant une vie d'horloge, regardant Geneviève comme une affaire excellente et honnête. La certitude de la voir l'empêchait de la désirer. Et la jeune fille, elle aussi, s'était accoutumée à l'aimer, mais avec la gravité de sa nature contenue et d'une passion profonde qu'elle ignorait elle-même dans son existence plate et réglée de tous les jours. « Quand on se plaît et qu'on le peut, » crut devoir dire Denise en souriant, pour se montrer aimable. « Oui, on finit toujours par là, » déclara Colomban, qui n'avait pas encore lâché une parole, mâchant avec lenteur. Geneviève, après avoir jeté sur lui un long regard, dit à son tour « Il faut s'entendre ensuite, ça va tout seul. » Leur tendresse avait poussé dans ce rez-de-chaussée du vieux Paris. C'était comme une fleur de cave. Depuis 10 ans, elle ne connaissait que lui, vivait les journées à son côté, derrière les mêmes piles de draps, au fond des ténèbres de la boutique. Et, matin et soir, tous deux se trouvaient coude à coude, dans l'étroite salle à manger, d'une fraîcheur de puits. Ils n'auraient pas été plus cachés et plus perdus en pleine campagne, sous les feuillages. Seul un doute, une crainte jalouse, devait faire découvrir à la jeune fille qu'elle s'était donnée à jamais au milieu de cette ombre complice, par vide de cœur et ennui de tête. Cependant, Denise avait cru remarquer une inquiétude naissante dans le regard jeté par Geneviève sur Colomban. Aussi, répondit-elle d'un air d'obligeance, « Bah, quand on s'aime, on s'entend toujours. » Mais Baudu surveillait la table avec autorité. Il avait distribué des languettes de brie, et pour fêter ses parents, il demanda un second dessert, un pot de confiture de groseille, largesse qui parut surprendre Colomban. Pépé, jusque-là très sage, se conduisit mal devant les confitures. Jean, pris d'intérêt pendant la conversation sur le mariage, dévisageait la cousine Geneviève qu'il trouvait trop molle, trop pâle, et qu'il comparait au fond de lui à un petit lapin blanc avec des oreilles noires et des yeux rouges. « Assez causé et place aux autres, » conclut le drapier, en donnant le signal de se lever de table. « Ce n'est pas une raison quand on se permet un extra pour abuser de tout. » Madame Baudu, l'autre commis et la demoiselle vinrent s'attabler à leur tour. Denise de nouveau resta seule, assise près de la porte, en attendant que son oncle pût la conduire chez Vinçart. Pépé jouait à ses pieds,
Jean avait repris son poste d'observation sur le seuil. Et pendant près d'1 heure, elle s'intéressa aux choses qui se passaient autour d'elle. De loin en loin entraient des clients. Une dame parut, puis 2 autres. La boutique gardait son odeur de vieux, son demi-jour, où tout l'ancien commerce, bonhomme et simple, semblait pleurer d'abandon. Mais de l'autre côté de la rue, ce qui la passionnait, c'était le bonheur des dames, dont elle apercevait les vitrines par la porte ouverte. Le ciel demeurait voilé, une douceur de pluie attiédissait l'air, malgré la saison, et dans ce jour blanc, où il y avait comme une poussière diffuse de soleil, le grand magasin s'animait en pleine vente. Alors, Denise eut la sensation d'une machine fonctionnant à haute pression et dont le branle aurait gagné jusqu'aux étalages. Ce n'étaient plus les vitrines froides de la matinée. Maintenant, elles paraissaient comme chauffées et vibrantes de la trépidation intérieure. Du monde les regardait, des femmes arrêtées s'écrasaient devant les glaces, toute une foule brutale de convoitises. Et les étoffes vivaient dans cette passion du trottoir. Les dentelles avaient un frisson, retombaient et cachaient les profondeurs du magasin d'un air troublant de mystère. Les pièces de drap elles-mêmes, épaisses et carrées, respiraient et soufflaient une haleine tentatrice, tandis que le paletot se cambrait davantage sur les mannequins, qui prenaient une âme, et que le grand manteau de velours se gonflait, souple et tiède comme sur les épaules de chair, avec les battements de la gorge et le frémissement des reins. Mais la chaleur d'usine dont la maison flambait venait surtout de la vente, de la bousculade des comptoirs qu'on sentait derrière les murs. Il y avait là le ronflement continu de la machine à l'œuvre, un enfournement de clientes entassées devant les rayons, étourdies sous les marchandises, puis jetées à la caisse, et cela réglé, organisé, avec une rigueur mécanique, tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.